Présentation, donc celle de Sébastien de Letaille, donc qui est entrepreneur en santé digitale. Depuis mars 2020, donc, il a cofondé Rosa, qui est une ASBL qui a pour vocation de développer une application patient et qui permet aux patients de gérer leur santé depuis leur smartphone. Donc avant Rosa, Sébastien a dirigé Medispring, qui est une coopérative de dossiers médicaux informatisés, l'outil informatique au service des médecins généralistes. Et encore avant, il a cofondé Reactor, qui était une des plus grandes scale-up active dans le big data pour les opérateurs télécoms. Et donc, Sébastien est diplômé à la base de l'école de commerce Solvay. Voilà, la parole est à toi, Sébastien. Merci, c'est un vrai plaisir, Lara, de partager ma passion pour la santé digitale dans cette merveilleuse initiative qui est Techno 2030. Le but de cette présentation est de vous présenter différentes innovations dans le monde de la santé digitale et qui, de mon point de vue, sont des excellents exemples de ce à quoi va ressembler l'avenir de la santé. L'objectif n'est pas de porter un jugement sur les mérites d'une innovation ou d'une autre, c'est plutôt de montrer à quel point, dans l'avenir de la santé, on va bien mieux tenir en compte les besoins des utilisateurs, qu'ils soient professionnels de la santé ou qu'ils soient patients. Et donc, pour illustrer mon propos, j'ai choisi 5 innovations. Le temps est compté, évidemment, et je vais vous montrer comment ces 5 innovations vont potentiellement forger l'avenir de la santé. En avant-propos, j'aimerais quand même toutefois souligner que, voilà, comme toute transformation, la transformation numérique est une source d'émotions, qu'elle soit positive ou qu'elle soit moins positive. Et en l'occurrence, ici, plutôt que de choisir le camp de la peur, je vais m'inscrire dans une dynamique d'enthousiasme, d'optimisme, voir la technologie comme une source d'inspiration. Et donc voilà, commençons par ces 5 exemples d'innovation qui pour moi représentent des révolutions dans la manière d'étudier ou de comprendre les besoins des utilisateurs finaux. La première innovation consiste en une application de réalité virtuelle. C'est un cas de figure dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un exemple brésilien. Une structure pharmaceutique brésilienne qui s'appelle Hermès Pardini s'était intéressée justement à la question de la vaccination pour les enfants. Et alors, voilà, vous avez peut-être été enfant vous-même, certainement parents, vous avez vu à quel point certains enfants réagissent avec une anxiété totale, une vraie peur viscérale par rapport à la vaccination, par rapport aux piqûres. Ils ont créé alors un jeu de réalité virtuelle où ils insèrent l'enfant dans un monde virtuel où les actions et les commandes qui ont lieu dans la réalité sont alignées avec le protocole du monde réel, la désinfection. Le moment où la piqûre va être faite correspond à un moment où dans le jeu, le héros, donc l'enfant, est prévenu qu'il va recevoir le sceptre du feu. Ce sceptre du feu va créer une petite chaleur au niveau de son bras et c'est grâce à ce sceptre du feu qu'il va tuer tous les méchants ennemis et protéger ce monde virtuel. Pendant l'ensemble de cette réalité virtuelle, voilà, l'enfant est manipulé, osons les termes, est amené en gros à ne pas se focaliser sur son anxiété ou sur la piqûre à venir, mais à se projeter dans ce monde où il doit effectivement défendre les différents citoyens. J'aime ce type d'exemple parce que c'est voilà une application vertueuse de la technologie de réalité virtuelle et elle répond aussi bien aux besoins des patients qu'aux besoins des professionnels de la santé. D'une part, le patient est adressé dans son besoin émotionnel, dans sa peur de la piqûre. C'est une bien meilleure expérience pour l'enfant, une bien meilleure expérience pour le parent, mais aussi ça répond aux besoins du professionnel de la santé qui sait précisément combien de temps va lui prendre la livraison de ce vaccin et peut ainsi mieux planifier son utilisation des différentes ressources, que ce soit les salles, que ce soit les ressources d'infirmières, les ressources médicales, et ainsi être assez optimisé dans son fonctionnement. La deuxième innovation que j'aimerais partager avec vous est une plateforme américaine qui s'appelle Patients Like Me. C'est une plateforme qui est assez peu connue dans les pays francophones. C'est une plateforme que je trouve assez extraordinaire parce qu'elle adresse un besoin pour les patients de rencontrer des communautés de patients qui ont des conditions similaires aux nôtres, répond au besoin de vouloir partager ses propres données, donc contribuer quelque part à une base de données de biens publics
et répond aux derniers besoins des patients de recevoir des informations par rapport à leurs conditions. Que fait donc cette plateforme de Patients Like Me? Si vous la googlez, vous pouvez tomber dessus, vous allez voir qu'il y a toute une série de différentes conditions. Ici, en l'occurrence, j'ai pris la condition de la sclérose en plaques. Et pour chacune de ces conditions, elle va récolter de l'input d'un patient qui souffre de la sclérose en plaques pour qu'il puisse décrire les différents symptômes, le niveau de gravité de ces différents symptômes, ces symptômes, qu'est-ce que ça veut dire dans notre réalité quotidienne. Au-delà des symptômes, quels sont les traitements qui sont suivis par les patients atteints de sclérose en plaques, quelle est l'efficacité perçue de ce traitement, quels sont les effets secondaires, à nouveau, à quel point est-ce que ces effets secondaires ont un effet sur la vie quotidienne des différents patients. Ils arrivent aussi à comparer comment les différents traitements influencent la vie des différents patients. Et enfin, ils montrent une forme de distribution des données qui ont été encodées. Ici aussi, c'est une innovation qui montre à quel point le crowdsourcing de data, de données, peut fondamentalement changer l'expérience en tant que patient pour la meilleure compréhension de sa pathologie, savoir comment combattre, vivre dans l'adversité d'une condition qui peut être fatale, et enfin, avoir une dynamique vertueuse où on contribue à l'enrichissement des données à travers des plateformes comme Patients Like Me. Il y a certaines études cliniques, par exemple, qui ont été désavouées. La troisième innovation où j'ai envie de vous amener, c'est une application d'intelligence artificielle, c'est une société danoise qui s'appelle Corti. Et Corti, par exemple, s'est lancé au début dans tout ce qui était analyse et reconnaissance audio pour tous les numéros d'appel d'urgence. Par exemple, vous appelez le 112 en Belgique, vous arrivez face à ce type d'opérateur qui a une seule question en tête, c'est est-ce qu'on est face à une situation d'urgence? Oui, non. Dois-je envoyer une ambulance? Oui, non. Et pour prendre cette décision, il s'avère qu'une intelligence artificielle pouvait prendre une décision beaucoup plus efficace qu'un être humain et beaucoup plus rapidement qu'un être humain. Et pour chaque minute où une personne inconsciente, par exemple en situation d'arrêt cardiaque, pour chaque minute qui passe, sa probabilité de survie diminue d'environ 10%. Et donc, insérer des outils d'intelligence artificielle pour accompagner les opérateurs est véritablement une question de vie ou de mort. Avec ce premier travail de recherche et d'analyse de flux audio, ils se sont pas seulement intéressés à la reconnaissance vocale de ce qui était dit. Est-ce que c'est cohérent? Quels mots sont utilisés? Est-ce que la syntaxe est respectée ou non? Ils se sont intéressés au bruit ambiant, éventuellement à des signaux que des humains ne savent pas détecter dans la décomposition du spectre audio. Et grâce à cet entraînement d'intelligence artificielle, ils ont ensuite pu reconvertir leur technologie pour entendre une téléconsultation et arriver à suggérer des questions, proposer des diagnostics aux professionnels de la santé. C'est évidemment une technologie qui est encore assez jeune, mais la raison pour laquelle je la trouve assez passionnante, c'est qu'elle redéfinit la manière dont un professionnel de la santé peut utiliser la technologie, peut recevoir des suggestions, de l'aide à la décision pour conduire son anamnèse et potentiellement être notifié par rapport à des diagnostics qui auraient été omis compte tenu d'informations, une fois encore, qui sont détectées par l'intelligence artificielle, mais qui sont potentiellement pas détectées par un être humain. Parfois, il y a des très légers frémissements dans le timbre qu'un être humain ne saura pas toujours détecter et où ces outils d'aide à la décision peuvent par contre être particulièrement efficaces. La quatrième innovation que j'ai envie de mettre en avant, c'est ce que Google est en train de faire comme recherche dans tout ce qui est dossier médical informatisé, dossier patient informatisé. Vous savez que le DMI, DPI sont deux concepts ambulatoires, hospitaliers un peu convergents. Outre le fait que voilà, Google est arrivé à répondre aux besoins de l'ensemble de la planète, d'arriver à comprendre l'écriture des médecins, ils sont arrivés
à même structurer ces données scannées pour automatiquement les insérer dans leur logiciel. Ici, ce que je voulais partager avec vous, c'est une toute petite vidéo du DPI de Google. Donc ici, en rentrant dans la fiche d'un patient, vous voyez qu'il y a une vue de synthèse, il y a les signes vitaux de ce patient qui sont réunis dans un même tableau avec voilà une série d'indicateurs, des data points sur le temps. Il y a les différents résultats de laboratoire en fonction des différentes prises de sang qui ont été faites pour le patient. Son schéma de médication est très bien structuré. Les différentes notes de consultation. Vous savez, comme moi, pour un médecin, il s'agit du travail quotidien. Mais là où Google va plus loin, c'est qu'ils ajoutent cette barre de recherche où un professionnel de la santé pourrait, juste en ajoutant quelques acronymes, tout de suite voir tous les résultats de labo, voir les bonnes visualisations de données, voir pour une condition donnée, quel est le dernier résultat de labo, quelles sont les dernières notes de consultation, mes propres notes comme professionnel ou les notes de confrères et de consoeurs par rapport à cette condition. Et ici, ce que Google est en train de faire, c'est il est en train d'opérer un pivot total dans la manière dont on conçoit le DMI-DPI. Plutôt que d'être simplement un outil d'encodage et de présentation d'informations, ici, Google se pose la question de mais que va rechercher le professionnel de la santé? Dans une logique de recherche, comment est-ce que je peux lui donner la meilleure réponse à ce qu'il recherche? Et ça, c'est opérer un pivot au niveau des interfaces. C'est vraiment mettre le besoin du professionnel de la santé au centre de ce genre d'outils. C'est quelque chose qui manque, qui est vraiment un manque criant par rapport aux dynamiques actuelles des acteurs DMI, DPI, particulièrement en Belgique. Et donc, ça, c'est le genre d'innovation qui met vraiment l'utilisateur au cœur du design, au cœur du développement. Et comme vous pouvez vous en douter, ça reflète très, très fort ma philosophie personnelle du développement informatique et ce qui devrait être généralisé au niveau de l'informatique de la santé belge. Un dernier exemple que j'aime particulièrement partager, parce que c'est un exemple d'innovation qui nous vient d'ailleurs, c'est la Chine. Ici, en l'occurrence, c'est une innovation d'une sorte de petit photomaton où, en fait, on a accès à une clinique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette clinique, cette One Minute Clinic, a été en fait développée par le plus grand assureur chinois. Ils en ont des milliers qui sont déployés à travers l'ensemble de la Chine. Et donc, comme vous le voyez, c'est d'une part un photomaton, un petit box dans lequel on va s'insérer. Je vais vous montrer une vidéo de l'expérience du patient à l'intérieur de ce petit box. Et de l'autre côté, une série de médicaments OTC qui peuvent être donnés sans prescription pour voilà ce qu'on appelle vulgairement la bobologie, tous les différents mots où un patient n'a pas besoin d'aller à l'hôpital et peut être traité directement sur base de cette téléconsultation. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est une des très rares vidéos, c'est difficile à trouver, que je suis arrivé à trouver non pas sur YouTube mais sur Twitter. Donc, vous voyez la cabine. On rentre en tant que patient, on a un écran, on est tout de suite mis en relation avec un médecin chinois qui est dans un centre de téléconsultation centralisé. Il y a différents appareils de mesure disponibles au sein de la cabine pour mesurer la tension, pour analyser la respiration. Et en fait, l'ensemble de ces outils sont utilisés alors dans l'échange avec le médecin en téléconsultation, avec pour but, effectivement, de faire le triage, de dire au patient ce que vous avez est probablement léger, bénin, prenez une aspirine, rentrez chez vous, mangez ceci, dormez, etc. Ou à l'inverse, d'opérer le triage et le renvoi du patient vers le système hospitalier, vers le système d'urgence, parce que vraisemblablement, sa condition pourrait être plus grave et nécessite une anamnèse en personne. Ici, ce que vous voyez, c'est évidemment aussi, ça répond aux besoins du patient de pouvoir avoir accès à des réponses de triage en continu, y avoir accès quand il vit dans des déserts médicaux, y avoir accès même sans devoir se poser de questions par rapport à la distance, mais ça reflète aussi un principe ou une idéologie de médecine qui est aux antipodes de ce que nous faisons en Belgique, où on préfère la médecine de proximité, la médecine du médecin de famille,
Ici, on est en train de casser ces principes. On est en train de voir la médecine avec un regard totalement différent. Et c'est un peu avec cette conclusion que je compte terminer, c'est de dire, là, vous avez vu à quel point j'ai un coup de cœur pour le principe du besoin du citoyen, de l'autonomie du citoyen, et à quel point les différentes innovations que je vais vous montrer reflètent un développement centré utilisateur, où on pose la question de quel est le besoin de l'utilisateur, qu'il soit professionnel de la santé ou qu'il soit patient, mais ça reflète aussi le fait que, à besoins égaux, il y a des solutions qui peuvent être très, très, très divergentes. Et donc, l'invitation à la réflexion est peut-être de dire, que veut-on, que souhaite-t-on comme avenir de la santé pour la Belgique, et comment allons-nous collectivement répondre aux besoins des utilisateurs? Et ça, je pense, c'est un excellent débat. Voilà, je ne veux pas prescrire une innovation ou une autre, simplement vous montrer qu'il y a un florilège de solutions et voir où est-ce qu'on a envie d'aller. Lara, je viens de terminer, la balle est chez toi.